Bonsoir à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir ce soir pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Après plusieurs mois de rencontres, le mouvement laïque a défini ses axes de travail futurs pour refaire société. Droits humains, lutte contre la pauvreté et cohésion sociale, changement climatique, lutte contre les extrémismes, séparation Église et État, égalité hommes-femmes et enfin enseignement. Des thématiques qui seront débattues lors d'une convention laïque les 7 et 8 octobre prochains à Wavre. Nos invités nous en parlent ce soir. Bienvenue dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à mes invités ce soir. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, Véronique de Thiers. Bonsoir Véronique, vous êtes responsable politique de la FAPEO. Nous avons également Benoît van der Merchon. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Secrétaire général du Centre d'action laïque. Et enfin Jean Leclerc. Bonsoir Jean Leclerc. Bonsoir Catherine. Vous êtes professeur de philosophie à l'UC Louvain. Benoît, je le disais d'entrée de jeu, le mouvement laïque se réinterroge, retravaille sur ces thématiques, ces fondamentaux, sans les oublier, mais avec de nouvelles thématiques aussi. Après 2 ans de pandémie de coronavirus, dans un monde où l'incertitude semble vraiment empêcher de se projeter dans l'avenir, on l'a vu avec la difficulté avec laquelle nos jeunes peinent à trouver leur voie parfois, repenser notre société était plus que jamais nécessaire. Les 7 thématiques, dites-nous, elles se croisent, elles s'entrechoquent, elles se répondent, est-ce qu'elles ont la même importance ? Dans un premier temps, j'ai envie de dire, enfin, on peut se retrouver, on peut être ensemble, échanger, construire, et autrement que par écran interposé. Donc je pense que l'idée, pour un mouvement aussi riche, varié que le mouvement laïque, de pouvoir essayer de faire sens ensemble, mais réellement, et relancer une mécanique après les mois anxiogènes qu'on a pu vivre, où on voit des crises se succéder les unes aux autres, je pense que c'est vraiment crucial. Ensuite, on a vu émerger ces derniers mois des défis supplémentaires qui n'éludent pas ceux qui étaient là avant, qui se superposent et qui nous obligent davantage comme mouvement. L'idée que nous avions, c'était vraiment de pouvoir travailler ça avec toutes les composantes du mouvement, dans la durée, dans une véritable logique d'éducation permanente, en consultant, en dialoguant et en formulant des propositions. La convention de Wavre des 7 et 8 octobre, c'est un aboutissement par rapport à ce processus, mais c'est surtout un levier pour les années futures, immédiates, non pas de redéfinition de l'ensemble des orientations du calme, mais à minima de marquer que nous sommes dans une époque avec des enjeux spécifiques et que nous devons en tenir compte en imprimant notre patte, notre spécificité, notre méthode de travail, réhabiliter la pensée critique, le dialogue constructif dans le respect des personnes et l'idée aussi du libre examen. Je pense que tout ça c'est important et de le faire dans une atmosphère où aussi on pourra prendre du plaisir. Je pense que c'est important de se retrouver, d'avoir l'occasion, au-delà des débats, de faire la fête aussi. Je crois que c'est important que l'on puisse construire sur un terreau qui soit fertile et engageant. On va le voir avec Véronique de Thiers et l'enseignement. Évidemment, ça s'adresse aussi aux jeunes. Est-ce que la laïcité n'a pas toujours un petit peu peiné à aller chercher, à parler à cette jeunesse-là, qu'il est important d'aller quérir, puisqu'on ne peut pas ne pas lorgner sur les élections de 2024, quand on voit ce qui se passe en Italie, en Suède, que faire dire ou que dire et comment aider les primo-votants aux prochaines élections ? Je pense qu'on ne se rend peut-être pas compte à quel point les élections de 2024 seront cruciales. On vient de vivre ce qu'on vient de vivre en Suède, on attend avec un petit peu d'appréhension ce qui va se passer en Italie, et il serait illusoire de penser un seul instant que la Belgique et la Fédération Wallonie-Bruxelles vont rester étrangers à cette montée des extrémismes qui, quelque part, menacent évidemment les fondements de notre démocratie. Du côté du mouvement laïque, nous avons toujours la volonté de lutter contre toutes les idées nauséabondes pour notre démocratie et de réhabiliter la pensée complexe. Donc la lutte contre l'extrême droite, les vertus du débat contradictoire dans le respect des personnes et le pari de l'intelligence de tout un chacun, c'est là-dessus qu'on se base. Maintenant, on se rend bien compte qu'à l'époque des réseaux sociaux, d'une polarisation à outrance, des pensées résumées à quelques caractères, il y a des outils là qui sont utilisés par les jeunes et massivement aussi par tous les partis extrémistes qui doivent à minima nous interpeller. Je suis ravi d'avoir autour de la table la représentante politique de la FAPEO qui a longtemps et qui continue à militer pour un cours de philo-citoyenneté, mais on pourrait y voir aussi un besoin d'éducation aux médias, d'éducation aux nouvelles technologies, où là, si nous ne réfléchissons pas à comment on construit l'avenir avec nos
nos jeunes, on va rater quelque chose. Après, effectivement, je pense qu'il est important aussi pour notre mouvement, il ne s'agit pas de faire du jeunisme ou de mettre au banc ceux qui ont un peu plus d'expérience. Les millésimes peuvent être différents, mais je pense que la valeur, elle est toujours derrière. Je pense qu'il est important de faire percevoir à quel point les enjeux et les combats de la laïcité sont en réalité d'une actualité brûlante pour toutes les couches de la population, y compris les jeunes. Ce 28 septembre, journée mondiale pour le droit à l'avortement, il est évident que là, nous parlons d'une thématique, nous nous battons pour le respect des droits de toutes les femmes, et c'est clair que ça concerne plus les jeunes que de la barbe blanche que je suis. Idem pour un coup de philo et de citoyenneté. Donc en réalité, les combats de la laïcité, ils sont d'une actualité, d'une jeunesse et d'une pertinence qui ne se dément pas. Véronique de Thiers, comme vient de le dire Benoît van der Merchen, l'enseignement, c'est vraiment le chantier historique de la laïcité. C'est un outil par excellence pour l'émancipation, on le sait, individuelle et des élèves. Comment développer cet esprit critique? Qu'est-ce que vous aurez envie de dire dans cet atelier, puisque vous allez diriger l'atelier enseignement donc, de cette convention laïque? Quels sont pour vous les leviers? Est-ce que ce sont les mêmes qu'hier ou est-ce qu'il y a d'autres choses encore à pousser? D'abord diriger, je crois pas que c'est l'esprit. Expertiser, on va plutôt aiguiller, orienter, voilà. Éclairer dans un débat participatif, parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'on est dans la construction devant des constats qui sont assez effrayants et l'idée, c'est de se projeter. Alors, au niveau de l'enseignement, évidemment, il y a des enjeux fondamentaux pour la laïcité et on le voit aujourd'hui, les jeunes sont en besoin notamment d'être formés à l'éducation aux médias, à l'esprit critique, et plus largement que uniquement à travers le cours de philo-citoyenneté, et que nous, on trouve fondamental qu'il soit donné à tous les enfants pendant 2 heures, et c'est bien à minima pour travailler cette question du débat, des savoirs nécessaires à ce débat, à l'esprit et à l'exercice de l'esprit critique, à travers même la structure de l'école. Aujourd'hui, l'école, elle n'est pas démocratique, elle n'est pas ouverte au débat. Donc, c'est une institution où c'est dominé-dominant. Et donc, moi, je trouve que c'est un combat très, très important pour apprendre à ces jeunes à faire société. Et où est-ce qu'on peut leur apprendre à faire société? C'est en commençant par l'école. Donc, effectivement, nous, à la FAPEO, qui faisons partie de ce mouvement de la laïcité engagée, c'est un combat essentiel. Et je pense que... oui, c'est vraiment accentuer ce combat parce qu'il est très difficile aujourd'hui dans un système scolaire qui relègue, qui oriente, qui ségrègue, de faire des changements structurels afin que cette école soit plus démocratique et fasse vraiment en sorte qu'on ait des citoyens émancipés et libres. Comment se fait-il je continuerai dans ce que vous dites, comment se fait-il que l'école est encore, comme vous venez de le dire, dans le rapport dominant-dominé? Alors certains profs, on le sait, il y en a plein qui essayent de faire quelque chose, de susciter justement le développement de l'esprit critique des jeunes. Mais comment est-on encore dans ce système-là alors que tout le reste de la société a évolué? Parce qu'on est encore... Comment ça se fait? Bonne question. Je pense manque de moyens ou de volonté? Comment ça... Je ne pense pas que c'est un manque de moyens. C'est un problème peut-être culturel. On est encore sur une école du 19e siècle. Donc, je veux dire que c'est un problème vraiment culturel et de peur des uns et des autres de sortir de ce modèle pour arriver à un autre modèle. Donc, on ne peut pas sortir tout seul du modèle, évidemment. L'école, c'est un monstre, c'est énorme. Et faire changer le système scolaire, c'est très, très compliqué. Les résistances sont énormes parce qu'il y a des craintes. Et je pense que ça, il faut entendre et donc travailler avec les acteurs, travailler avec les personnes qui sont engagées pour faire changer ce système, c'est essentiel. Je sais aussi que vous êtes très sensible à la santé mentale de nos jeunes. Après vous suivez beaucoup de colloques, vous avez envie de comprendre, et en tout cas de les aider dans l'avenir. L'école est un excellent moyen aussi de les réorienter, de les raccrocher à la vie, à l'espoir, après confinement ou pas. Alors là, c'est un dossier très, très compliqué. C'est que cette crise Covid a fait énormément de mal à nos jeunes. Donc le fait de besoin de se retrouver, de débattre, etc., il est essentiel. Mais ces jeunes ont été oubliés pendant la crise Covid. On peut le dire, ils ont été partie négligeable. On a pris des décisions qui étaient plutôt de l'ordre purement sanitaire ou économique. Et on a privé tous ces jeunes de tout ce qui faisait leur vie. Que ce soit l'école, mais pas que l'école. Toutes leurs activités extra
extrascolaires, tous leurs liens sociaux, ils ont été privés de tout. Et l'école, malheureusement, quand elle a rouvert ses portes, elle a repris son fonctionnement habituel. Et donc ces jeunes qui avaient besoin de retisser du lien, d'avoir du temps pour passer, pour avoir des débats, pour expliquer leur mal-être, avoir ce besoin et ce temps de parole, ils l'ont pas eu. Et bien souvent, ils se sont retrouvés à l'école face aux évaluations, au programme et à la course effrénée. Alors effectivement, les constats sont effrayants au niveau de la santé mentale. Donc de nombreux jeunes ont décroché complètement et on en parle moins des publics les plus précarisés qui n'ont pas accès à ces soins de santé mentale, qui ne sont même pas diagnostiqués, mais le décrochage scolaire chez les publics les plus défavorisés atteint des sommets jamais vus. Donc je pense qu'il est plus que temps et utile aussi de redonner du sens. Pourquoi on va à l'école? Je veux dire, ces jeunes aujourd'hui, vous leur parlez, on va à l'école, mais nous, on s'ennuie à l'école, on n'a pas le droit à la parole, on n'a pas le droit à l'expression. Donc à un moment, c'est aussi redonner du sens à l'école, remettre l'école au centre de préoccupation, parce que c'est ces jeunes qui sont formés dans notre système scolaire, qui demain feront société. Et donc si on ne porte pas attention à ces jeunes, si on ne porte pas attention au système scolaire, si on ne veille pas à changer ce système scolaire qui fracasse, on va rater le virage pour faire société. D'où l'importance du cours de CPC, dont Jean Leclerc, je sais que vous êtes un fervent défenseur également. Vous donnez cours, vous êtes professeur à l'université, à l'UC Louvain, avec des plus grands. Mais néanmoins, vous savez que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre la philosophie, et notamment dans cet atelier que vous allez mener, en tout cas expertiser aussi, séparation de l'Église et de l'État. Ce sont des termes qui sont un petit peu étrangers à la jeunesse. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer? En quoi est-ce que la séparation de l'Église et l'État aujourd'hui peut nous être bénéfique? C'est dans quoi? Dans la limite de nos appartenances idéologiques, religieuses, philosophiques, le respect de l'autre, les limites des critiques, de l'acceptation de l'autre? Ah ben c'est tout ça. Mais ce qui me fait, moi, profondément plaisir dans ce qui va se passer le 7 octobre, le 7, le 8, c'est tout bientôt, c'est qu'on est dans un mouvement. Et ça dit déjà quelque chose sur ce qu'est une action laïque, c'est-à-dire que le secrétaire du CAL, Benoît, l'a dit, il a parlé du libre examen. Et alors moi, je voudrais aussi dire à nos auditeurs qu'il y a cette question fondamentale du dogmatisme et que nous n'avons pas de dogme, n'avons pas de dogmatisme, n'avons pas de programme tout fait. Et donc ici, ça fait maintenant depuis plusieurs mois qu'on est sur un travail avec tous les mouvements, toutes les associations, toutes les questions sont remontées, les thématiques sont là, on voit très très bien ce qui est en train d'émerger, précarité, enjeux climatiques, et puis la question des extrêmes droites, qui est quand même une question absolument importante. Et tout ça est en train de remonter avec un travail qui s'est fait, avec toute une équipe, avec Benoît, avec Hervé Parmentier, avec la présidente du CAL, Véronique de Keyser. Et ça va être un moment de grande émulation. Ça veut donc dire qu'on n'a pas de magistère, on n'a pas de catéchisme, on va s'adapter, on va réfléchir, nous allons chercher de nouvelles utopies, nous allons refaire de nouveaux récits, et puis nous allons nous écouter mutuellement les uns et les autres. Alors moi, ce qui me frappe dans tout ce qui remonte déjà de toutes les régionales, sur cette question un peu classique, donc vous disiez séparation Église-État, en fait c'est la séparation de tout ce qui touche à ce qu'on appelle la religiosité, et puis nous, notre vie citoyenne. Ce qui me frappe très fort, c'est que les régionales nous disent que ces questions-là, ils les vivent sur la question des identités, de nos libertés, et étonnamment de nos libertés en matière de sexualité. Et ça, pour moi, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la laïcité, et nous sommes victimes de beaucoup de clichés qui viennent de toutes parts, elle est précisément là où on ne l'attend pas. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître derrière ces interrogations qui nous viennent des régionales et de tous nos mouvements associatifs? C'est en fait cette grande quête d'égalité. Et Véronique l'a dit, dans l'école, c'est un lieu fondamental d'apprentissage de l'égalité. Personne ne dicte sa loi à un autre ou une autre. Exactement. Et donc un moment où il est parfois très difficile de parler de laïcité,
nous pouvons parler d'égalité, de cette volonté d'avoir de la solidarité. Qui ne refuse pas la religiosité aussi, la spiritualité. Mais justement, pas du tout, ni d'ailleurs la religion, ni d'ailleurs la spiritualité, mais qui revient justement à vouloir les mettre à leur juste place pour faire quoi? Pour faire ce que la Convention veut profondément. Comment aujourd'hui, dans un monde fracturé, qui traverse 2 crises majeures. La crise du Covid est une crise grave. La crise de la guerre ukrainienne et la crise financière et économique que nous sommes en train de traverser est encore infiniment plus grave. Donc nous sommes sollicités. Comment est-ce que nous allons pouvoir faire société? Alors non pas avec des recettes miracles qui viendraient d'un ciel ou bien d'un enfer, c'est selon, mais avec nos propres intelligences, avec notre propre raison, avec ce que nous pouvons faire avec un mouvement qui... Pour le coup, parce que n'oublions pas que la laïcité, elle est organisée. Et si elle est organisée, ça veut dire qu'elle est financée. Et parce qu'elle est financée, elle doit rendre un service à la société belge. Et donc, elle doit vraiment apporter quelque chose. Elle doit apporter sa pierre à la construction de cette société belge, qui est une société plurielle, une société riche, une société avec de multiples défis. Et nous, Centre d'action laïque, avec cette convention, je crois qu'on est en train d'apporter, je crois, un témoignage et aussi des actions, parce qu'on est bien un centre d'action laïque, on est en train d'apporter des spécificités d'action laïque pour une façon de refaire société où, précisément, alors, chacun a ce droit à la dignité, chacun a ce droit à l'égalité, et nous avons une exigence de solidarité. Et donc, la convention, de tout ce que l'on voit qui est remonté de nos régionales, c'est très important parce qu'on voit un mouvement qui vit, on voit un mouvement qui réfléchit, on voit un mouvement qui n'a pas du tout peur de ses contradictions. On l'a déjà vécu et on va avoir un moment de réflexion autour de ce qu'a apporté le président Bartholomé Hyssen au mouvement. Donc, la définition de la laïcité a évolué. Et donc là, on voit un mouvement qui est véritablement en phase avec la société. Qui a évolué terriblement, c'est celui justement de la question des enjeux climatiques. Tout à fait. Dont la laïcité ne s'est jamais vraiment emparée. Mais et pourtant, selon vous, est-ce que la laïcité est vraiment faite pour, justement, dans ses actions, défendre, en tout cas, prendre à bras-le-corps les enjeux environnementaux avec la démocratie et non d'autres dogmes? Mais c'est très fondamental parce que souvent, quand on a des difficultés à dire le mot laïcité, en fait, on peut dire le mot égalité. Et si on veut vraiment... Et alors, je crois qu'il y a vraiment... Et ça, notre expert qui viendra de l'Université de Liège, mon collègue d'Outre-le-Pont, le dira bien. Si on parle d'une écologie, on doit toujours se rappeler que le mot écologie... D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que laïcité, c'est 2 mots grecs aussi. Laos, c'est le peuple. Et l'écologie, c'est la connaissance des lois de la maison, oikos pour les Grecs. Donc cette espèce de maison commune dans laquelle on est. Donc évidemment, il y a un lien très fort entre écologie et laïcité. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on veut habiter une maison, et on veut vraiment que cette maison soit commune, en matière de ressources, en matière de dépenses, en matière de respect, cette question de l'égalité, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, quel est le grand problème de la crise climatique que nous traversons? C'est cet ensemble d'inégalités qui sont là. Certains vont vraiment en souffrir. Et certains en souffrent beaucoup et nous en souffrons beaucoup. Et donc ça veut dire que pour nous, revendiquer des actions laïques, c'est-à-dire revendiquer un critère d'égalité, mais aussi... C'est très important pour nous. C'est pas que l'égalité, c'est la correction des inégalités. Donc, c'est faire en sorte que chacun soit le détenteur pour faire cohésion sociale. Exactement. Puisse jouir de ses propres droits. Et donc, c'est pas étonnant que les membres du mouvement nous disent attention, précarité, attention, extrême droite. Benoît l'a dit tout à l'heure, ce qui se passe en Europe en ce moment. Tout est lié en fait, Jean Leclerc, Véronique de Thiers, c'est très lié. C'est très lié. Parce que là, il sous-tend aussi toute la question démocratique, des droits humains. Est-ce que nos démocraties, est-ce que la laïcité est prête à affronter ces enjeux phénoménaux qui soient sociaux ou environnementaux?
telle qu'on la connaît aujourd'hui. En tout cas, peut-être que pour tout ce qui est la lutte contre l'extrême droite, il y a un élément dont on doit être conscient, et on aura l'occasion d'en débattre le vendredi, sur la défense nécessaire de notre état de droit avec François Daoust. Ce qui est vraiment... On a vécu ces dernières années avec la lutte contre le terrorisme et avec la lutte contre la pandémie, des objectifs bien légitimes, quand même une période où les libertés ont été mises, mais de manière drastique, verticale, entre parenthèses. Et on a quelque part habitué la population à des mesures de type autoritaire et à une gestion de type très verticale. On n'a plus le temps de discuter au Parlement, on n'a plus le temps de faire du droit. Non, il faut aller d'urgence commande. Mais ça, c'est évidemment un terreau fertile, terriblement fertile pour l'extrême droite. Et on le sent d'ailleurs que celle-ci se normalise de plus en plus. On pourrait reprendre quelques exemples, mais... Allez, au moment où nous avons eu une large période d'affaires courantes après les dernières élections, on a quand même... le roi Philippe qui a accueilli le président du Vlaams-Belang, ce qui ne s'était jamais fait auparavant. On a récemment eu toute une polémique sur le cordon sanitaire. On sait aussi tout ce qui se profile du côté nord du pays. Ce n'est pas une fiction d'imaginer une majorité NVA Vlaams-Belang. Et l'attitude pour le moins ambiguë de la NVA quant à de possibles alliances avec le Vlaams-Belang et son rejet viscéral du cordon sanitaire, tout ça n'augure pas de quelque chose de vraiment joyeux. Et donc là, je pense que nous avons un rôle absolument essentiel pour justement arriver à déconstruire, et vous le faites assez régulièrement dans cette émission, à déconstruire le discours d'extrême droite. Et là, si on rate le coche, peut-être qu'on va se retrouver avec de mauvaises surprises, parce que imaginez que la Fédération Wallonie-Bruxelles va être ad vitam immunisée par rapport à l'extrême droite, ce serait faire fausse route, d'autant plus qu'on a déjà eu quand même il y a quelques mois la tentation de créer un nouveau parti chez nous d'extrême droite qui a heureusement a échoué. Mais j'encourage tout le monde à lire les nombreux rapports de la Sûreté de l'État qui pointent également le danger d'une extrême droite violente et d'un passage à l'acte. Et donc, on n'est pas dans le fantasme à cet égard. Il y a eu de multiples déclarations également du président du comité de contrôle, le fameux comité R, le contrôle des services de renseignement, qui alerte sur le danger de l'extrême droite. Et je pense que si là, tous les démocrates de ce pays ne sont pas vigilants et continuent à s'invectiver à coups de tweet plutôt qu'essayer de construire, je ne suis pas sûr qu'on sert réellement à l'avenir. Véronique de Thiers, dans l'enseignement, c'est toutes ces thématiques-là qui doivent être abordées. Est-ce que les professeurs, les écoles, les directions sont prêtes à relever ces défis-là et à se former aussi, en quelque sorte? Ça ne doit pas être évident non plus. Moi, j'ai envie de dire à développer le sens critique. D'abord, il faudrait poser la question aux directeurs et aux enseignants. Moi, je ne suis pas ici, je suis représentante des enseignants, mais j'ai envie de revenir à ce qui a été dit sur l'égalité, la lutte contre les inégalités. Le meilleur moyen de combattre les extrêmes, c'est de combattre les inégalités et de lutter pour l'égalité. Et donc ça, c'est un travail que doit faire l'école. Et est-ce qu'elle est prête à le faire? Je veux dire, ça c'est une vraie question. En tout cas, nous, c'est un des combats qu'on porte. C'est vraiment depuis de longues années. Il y a une réforme qui est en train de se mettre en place, un tronc commun qui vise effectivement à faire une formation commune jusqu'à 15 ans et qu'on travaille ces questions d'orientation qui sont aujourd'hui non choisies. Le terreau de l'extrême droite, c'est de former des jeunes qui sont cassés quelque part par le système scolaire et qui n'ont pas les clés de lecture aujourd'hui. Quand ils sortent du système scolaire, il suffit d'aller voir que des jeunes qui sont aujourd'hui, par exemple, en 4e professionnel, 70% de ces jeunes ont plus de 18 ans. Ils n'ont pas la formation nécessaire pour aller voter. On ne se donne pas la peine. Donc on renonce aussi pour toute une partie de ces jeunes. Et donc, travailler à ces questions-là à l'école, c'est lutter contre les inégalités
et donc c'est ce travail-là qui doit être fait. Parce qu'on parle beaucoup d'égalité des chances, mais d'aucuns disent aussi égalité des moyens d'existence, évidemment. Après, la chance, bon, ben voilà, on doit faire entrer la chance là-dedans, on n'a rien à voir, en fait, la chance. Un dernier mot, peut-être pour conclure aussi, Jean Leclerc, hein, on le sent bien, penser critique, c'est pour éviter l'instantanéité qui prime sur le long temps, notamment dans les réseaux sociaux et pour les jeunes, un peu comme disait Guitry, ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense. Oui, exactement. Enfin, c'est très important aussi de dire ce qu'on pense, hein, parce que c'est une. Aujourd'hui, que les réseaux sociaux et les jeunes pensent qu'ils ont raison, ils disent. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est toute la problématique. Mais par exemple, pour nous, la liberté d'expression, comme le libre examen, comme le refus de tous les dogmatismes, c'est évidemment très important. Mais mon mot de conclusion, ce serait, en fait, on fait convention. Et vous savez, Catherine, que j'aime toujours de rappeler les étymologies des mots. Vous me rappelez l'étymologie des mots. La convention, c'est qu'on vient avec et on vient ensemble. Et ça, je crois que c'est une des forces du mouvement laïque. Bon, quand vous êtes dans une église, quand vous êtes dans un mouvement religieux ou pas, il y a la nécessité d'avoir une identité particulière, et c'est normal. La religiosité, elle fonctionne comme ça. Si vous êtes un catholique, par préférence, vous êtes baptisé, vous êtes eucharistié, etc. Si vous êtes musulman, etc., etc. Pour entrer dans le mouvement laïque, en fait, la seule identité nécessaire, c'est la citoyenneté, c'est d'accepter qu'en fait, avant toutes ces choses-là, nous sommes des citoyens, que nous venons tous ensemble, ni plus ni moins d'ailleurs, parce qu'il y a un grand souci d'égalisation des personnes, que chacun a les possibilités, les disponibilités en lui, que chacun peut apporter sa propre pierre à la construction d'une société qu'on veut meilleure, puisqu'il s'agit bien de réfléchir à comment faire et comment refaire société aussi, hein. Bon, on a les deux points. Et c'est ouvert à tous. Donc, il n'y a pas un ticket d'entrée qui est là. On aurait envie de plagier, pour le coup, alors une phrase biblique. Venez, voyez, et puis sentez-vous libre. Rappelez, on vous ouvrira. Oui, sentez-vous libre, parce que il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de truc nécessaire avant. Et vous serez simplement vous-même, mais simplement vous ne serez pas tout seul, vous serez avec des autres, et parce que vous serez avec les autres, vous ferez convention, vous ferez peuple, vous ferez laos, vous ferez laïcité, et puis vous allez réfléchir comment vous voulez que la société de demain, elle soit la vôtre, la nôtre, avec les ressources qui sont les nôtres. Ça peut remettre de l'espoir, de la joyeuseté dans nos vies. Mais c'est très important, et Benoît l'a dit. Benoît l'a dit, c'est aussi on pour aura beaucoup de s'amuser, réjouissance aussi à cette convention. Donc il faut s'amuser, il faut se réjouir, parce que la laïcité, l'action laïque, c'est aussi des affects, c'est aussi des joies, c'est des peines parfois, mais c'est aussi des grandes joies. Enfin, c'est la joie de faire peuple. Alors Benoît, on va inviter alors nos auditeurs à nous rejoindre donc cette convention laïque en compagnie d'autres citoyens mobilisés les 7 et 8 octobre à Wavre. Exactement, et donc au plus nous serons nombreux, au plus nous pourrons justement échanger de manière utile et par après dans ce que nous pourrons porter comme revendication au centre d'action laïque. Oui, nous pourrons être représentatifs. Donc c'est un appel effectivement à la participation, c'est un appel aussi au travail. Je pense que tout ce qui a été évoqué ici durant ces réunions, c'est une exigence. Et donc oui, participer, c'est une exigence. On vient d'apprendre récemment le décès de Godard. Il avait cette belle formule disant dans le « je pense, donc je suis », le « je » du « je pense » n'est déjà plus le même que le « je » du « je suis ». Je pense qu'on ne doit pas l'oublier, c'est un appel au travail. Merci Benoît van der Merchen, merci Véronique de Thiers, merci Jean Leclerc, toujours un plaisir de vous recevoir à nos micros. Merci à tous ceux qui ont fait le choix de nous écouter ce soir. On se donne rendez-vous à cette convention laïque du 7 et 8 octobre à Wavre. Toutes les informations sur notre site internet, évidemment, laïcité.net. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci et bonne soirée.